Je vais chaque année à Racine de Ciel. Bien sûr, à Racine de Ciel. Les plus grands auteurs. Au Palais Fèche. Écoutez, les histoires d'œuvres. L'histoire, œuvre. Cita Dayanch. Cita Dayanch. Racine de Ciel. Cita Dayanch. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir pour cette nouvelle édition d'Histoire d'œuvres en direct. Nous recevons aujourd'hui Mohamed Aïssaoui pour son roman Les Funambules, paru aux éditions Gallimard. Mohamed Aïssaoui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors une petite présentation, sacrifions à la tradition si j'ose dire. Vous êtes né à Alger en 1964, arrivé en France à l'âge de 9 ans. Aujourd'hui journaliste au Figaro littéraire, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels L'affaire de l'esclave Furcy, prix Renaudot Essai 2006, L'étoile jaune et le croissant, ou encore Petit éloge des souvenirs, tous trois parus chez Gallimard. Votre dernier roman, Les Funambules, est sorti en octobre 2020, chez Gallimard également. Dans ce livre, qui emprunte beaucoup à votre histoire personnelle, le narrateur, biographe pour anonyme, se plonge dans le quotidien des associations caritatives qui viennent en aide aux plus démunis. Cette immersion se confond avec une double quête. Une quête personnelle, tout d'abord, à travers les souvenirs du narrateur et la figure très présente de sa mère, et une quête amoureuse par le biais du personnage de Nadia. Alors, première question, comment avez-vous eu l'idée de ce livre ? En fait, la question paraît simple, mais la réponse n'est pas évidente parce que ça fait une vingtaine d'années que ce roman traîne dans mon esprit. Par exemple, il y a des personnages que j'ai même créés il y a une trentaine d'années, donc c'est pour ça que la question n'est pas si simple. C'est un roman que je porte depuis des années et que je n'ai pas osé sortir. Il m'a fallu la publication d'autres pour prendre un peu plus de confiance. Et donc, peut-être est-il né, en tout cas le déclenchement, c'est le mot merci, parce que j'avais envie de dire merci aux associations qui ont pu aider ma mère lorsqu'on est arrivé en France. Merci à l'école républicaine qui m'a permis d'accéder au métier auquel je rêvais, c'est-à-dire celui d'écrire. Et puis merci à tous ces gens bénévoles qui ont tendu la main à ma famille. Voilà, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour dire, voilà, j'ose écrire sur moi, sur ceux que j'aime et sur ceux à qui j'ai envie de dire un immense merci. Alors, la difficulté de répondre à cette question vient aussi peut-être de l'originalité de la forme. Ce livre se présente comme un roman, mais en fait, il y a aussi une partie qui pourrait s'apparenter à une enquête journalistique, puisque vous nous conviez à une immersion au sein de différentes structures, les Restos du Cœur, ATD Carmonde, les Petits Frères des Pauvres. Et en même temps, il y a une trame narrative, une véritable fiction qui se déroule au fil du roman. Pourquoi avez-vous choisi ce modus operandi et cette forme que l'on pourrait qualifier en quelque sorte d'hybride ? Oui, et ça a été important pour moi de réfléchir à la forme. J'adore, quand je rencontre des écrivains, parler de leur cuisine littéraire, comment ils font, comment ils travaillent, le temps qu'ils mettent à faire émerger une histoire, etc. Et cette forme hybride est tout à fait volontaire. En tout cas, j'ai voulu qu'elle soit ainsi. C'est-à-dire qu'il y a une forme à la fois autobiographique, j'ai pas peur du mot, c'est-à-dire que c'est un récit qui emprunte beaucoup à mon vécu. La forme documentaire, c'est-à-dire cette immersion dans le milieu associatif. Pendant 8 ans, je suis allé même travailler au sein de ces associations, en tout cas rencontrer énormément de bénévoles pour comprendre un peu leur motivation et aussi pour montrer, je trouve qu'ils ne sont pas assez mis en valeur toutes ces associations, et donc pour faire des portraits de bénévoles et puis à travers ces rencontres des portraits des démunis.
Et d'ailleurs, dans la forme, de temps en temps, je glisse des pages en italique qui sont des véritables souvenirs personnels, donc qui sont réels, mais en même temps, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'ai voulu mettre de la fiction dans la réalité et de la réalité dans la fiction. C'est-à-dire que le livre est beaucoup plus romanesque qu'on peut le croire. Il y a beaucoup de personnages inventés, même si c'est des personnages nés de ceux que j'ai pu rencontrer. Et puis il y a des personnages réels, comme certains bénévoles que j'ai véritablement rencontrés, et j'ai même pour certains, avec leur accord, gardé leur prénom. Voilà. Alors effectivement, il y a des personnages qui sont très emblématiques. Enfin, on ne distingue pas véritablement ce qui est inspiré de personnages réels et ce qui vous sert en fait à appuyer votre propos. Par exemple, il y a le personnage du neuropsychiatre qui commande à ce biographe pour anonyme une enquête afin de redonner la parole à ces gens qui n'en ont pas, à qui on ne la donne jamais. Donc là, je suppose que c'est une façon d'introduire le propos et le sujet. Oui, tout à fait, oui. Il y a également... oui. Non, mais c'est juste pour dire que ce neuropsychiatre, il rassemble plusieurs profils, mais c'est plus un prétexte, un appui en tout cas, plus qu'un prétexte, pour aller à la rencontre des bénévoles, mais en même temps des démunis. Et ce que j'ai essayé de faire, et en plus c'est presque une découverte en écrivant, c'est en allant à la rencontre de ces gens démunis et de ces bénévoles, le narrateur, le biographe pour Annie, va aussi à la rencontre de lui-même. Oui, en fait, le fil du funambule, il est jalonné par ces chapitres que vous égrenez, qui sont d'ailleurs très courts, là encore une fois la forme est très intéressante, et qui sont autant de petits pas sur ce fil qu'il tend vers ce qui semble être ce but ultime, non pas les retrouvailles ou pas avec Nadia, mais la réconciliation avec lui-même et notamment avec le petit garçon qu'il a été. C'est formidable ce mot de réconciliation parce que moi je n'y ai pas pensé, vous l'avez trouvé. Et moi, c'était une quête permanente et j'ai pas mis ce mot-là là-dessus, mais effectivement, c'était la quête d'ailleurs, les dernières pages, c'est des pages de réconciliation de l'adulte avec l'enfant qu'il a été. Et d'ailleurs, l'adulte qu'il est s'adresse à l'enfant qu'il a été. Cet enfant de 9 ans qu'il a été, qui n'a pas été protégé, qui a été déraciné. Sa maman ne lui a pas expliqué qu'ils allaient changer de pays, alors que c'était un choc terrible pour un gamin de 9 ans qui a arraché, littéralement, et qui a survécu donc grâce à l'école et aux bénévoles. Mais à la fin, il cherche à se pencher sur ce passé. C'est un peu la quête d'un amour de jeunesse à travers le personnage de Nadia. Et effectivement, le mot réconciliation est vraiment très fort. Et même une rencontre, c'est-à-dire que le petit garçon de 9 ans et l'adulte d'aujourd'hui ne font plus qu'un, mais il a fallu une quête initiatique. Alors, au cours de cette quête initiatique, justement, vous rencontrez des bénévoles, mais aussi des accueillis, parce qu'on va voir que la sémantique est importante. Ah, très bien. La sémantique est importante, des accueillis, et on s'aperçoit au fil du livre que les lignes se floutent. En fait, on ne sait pas qui aide qui apporte un soutien à l'autre. Et je voulais savoir comment... Bon, il y a également, on voit que vous avez passé du temps avec ces bénévoles, que vous les avez accompagnés. Comment ce contenu s'est-il structuré dans le corpus du roman? Comment avez-vous sélectionné en fait les intervenants? Alors, le terme de temps convient parfaitement parce qu'il a fallu du temps. De toute façon, il faut du temps pour lier une confiance avec par exemple, ne serait-ce qu'avec les bénévoles et puis avec les gens, les personnes accueillies. Ensuite, le deuxième mot que vous avez utilisé, sémantique, c'est quelque chose d'important. Je pense aussi que ce que j'ai essayé d'écrire, c'est un roman sur l'écriture, sur les mots, en fait, ces gens démunis
Ils sont démunis évidemment matériellement, psychologiquement. On le dit pas assez. On pense qu'il y a que des besoins qu'on appelle primaires d'ailleurs. Hein. Et en fait, ils ont aussi des besoins de reconnaissance, qu'on ne croit pas essentiels, mais qui sont essentiels. Et ça, pour moi, ça a été très important de le souligner. Ils ont ce besoin d'écrire, c'est-à-dire même si pour certains ne savent pas écrire ou ne peuvent pas écrire ou n'ont pas les moyens d'écrire, le biographe pour anonyme est là pour raconter et écrire et faire un récit de leur existence, et c'est très important. Pourquoi c'est important? C'est parce que toutes ces personnes démunies flottent, sont dans un no man's land, et le récit, l'écriture permet de les inscrire dans une histoire, dans une généalogie. Beaucoup me disent, m'ont dit, moi tout ce que j'ai de ma vie, c'est un dossier de la DAS, c'est 2 lettres de mes parents que j'ai jamais vues, etc. Et donc ce besoin d'écrire, de raconter son histoire est essentiel. Voilà, c'est ce que j'ai voulu aussi signifier à travers ce personnage de biographe pour anonyme, c'est-à-dire écrire son histoire. D'ailleurs, à travers les témoignages, ce qui frappe énormément, c'est l'importance de la parole, des mots. Oui. D'ailleurs, vous relatez un stage d'ATD Carmonde au cours duquel on demande aux intervenants de citer un mot qui les a particulièrement marqués ou qui représente pour eux une idée forte. Et ces mots permettent de lutter donc contre l'invisibilité, de restaurer le fil d'une existence en quelque sorte, alors que curieusement, dans le même temps, enfin un petit peu en parallèle je dirais, le leitmotiv est que ces gens veulent être comme tout le monde. Ça revient à intervalles réguliers. C'est extraordinaire. Oui, ça vient aussi en écho à l'importance que les mots ont eu dans votre parcours personnel. Alors, de quelle manière ces 2 besoins, à votre avis, hein, ce besoin d'avoir cette histoire relatée, cette considération restaurée, et ce besoin de se fondre dans une sorte de normalité, cohabitent-ils? En tout cas, c'est une observation, c'est-à-dire que c'est une observation à la fois dans mon métier, dans mes rencontres, mais même dans mon intimité, c'est-à-dire que le vœu le plus cher de ma mère, c'était d'avoir une existence normale. Et on voit que chez les gens précaires, le rêve, le Graal, c'est d'avoir une vie normale, une existence normale, c'est-à-dire de quoi subvenir à ses besoins, d'avoir un travail, etc. Et ça, beaucoup ne l'ont pas. Et donc, c'est les raisons pour lesquelles ils courent vers cette existence normale. Je l'ai entendu quasiment tout le temps. C'est-à-dire que moi, je dis, voilà, je rencontre, et puis vers la fin, si on pouvait avoir une vie normale. Et ça rejoint aussi la quête du narrateur, c'est qu'en fait, il est en quête d'une famille normale, entre guillemets, c'est-à-dire un père et une mère, en tout cas dans ce qu'on connaît de la tradition, voilà. Et Nadia, son amour de jeunesse, il l'aime aussi parce qu'elle est dans une famille. C'est-à-dire, elle a ses parents, pour lui-même, une maison, une voiture, un chien, etc. C'est ce qui constitue vraiment un refuge. Et ça, je l'ai vu beaucoup chez les personnes démunies, cette quête, pour certains, quasi impossible. Hein, parce que toutes les familles rencontrées, ce sont vraiment des familles déglinguées, cabossées, très souvent monoparentales, c'est-à-dire la maman qui s'occupe de tout, parfois une famille qui ne se rencontre, dont les membres ne se rencontrent jamais. Et pour moi, c'était, j'avais vraiment envie de donner des mots à ces situations-là. Alors, justement, en parlant de ce lien à la famille, de cette volonté de créer une famille, vous citez un exemple assez frappant, celui de 3 femmes de 3 générations différentes qui se sont constituées une famille tout à fait improbable, qui est la famille de la misère. C'est un noyau familial duquel aucune
enfin la plus jeune qui pourrait s'en extraire le refuse, parce qu'en fait c'est la seule famille qu'elle se soit créée. Alors c'est assez frappant, encore une fois. Ça me fait des frissons hein, quand vous racontez ça, comme si j'étais, je découvrais. C'est que, parce que je me souviens très bien de ces 3 femmes, donc la fille qui a 18 ans, la maman qui a une trentaine d'années et la grand-mère qui a une cinquantaine d'années. Et puis la petite de 18 ans, elle avait tout pour s'en sortir. En plus, elle avait une formation de coiffeuse où elle pouvait vraiment trouver un emploi assez facilement, mais elle pouvait pas s'extraire de sa famille, de ce noyau de 3 femmes, parce que elle avait un sentiment de trahir sa l'équité, et donc toutes les 3 restaient dans un studio insalubre, et elle ne pouvait pas s'imaginer sortir de cette généalogie-là. Et moi, je l'ai pas écrit, mais j'en voulais autant à la maman et à la grand-mère de pas permettre à leurs filles et petites filles de pouvoir se sortir de là. Mais quand j'ai posé la question à la bénévole des Restos du Cœur, elle m'a dit mais c'est un noyau, c'est le seul noyau qu'ils ont, et donc elles vont pas casser ce noyau, leur refuge, pour qu'un ailleurs qui a un inconfort parce qu'elles ne le connaissent pas. J'étais sidéré de voir ça, et puis en même temps j'ai fini par comprendre. Oui, vous avez employé le terme de trahir, trahison. Oui. On pourrait rebondir aussi sur la famille, enfin une des familles originelles du narrateur, qui est la famille de la Cité. Oui. La Cité Anne Frank à Ozoir. Et en fait, bon, on comprend dans le livre qu'il a échappé au destin collectif des habitants de la Cité, et que de temps en temps, on lui fait implicitement ou pas un procès en trahison. Il a quand même conservé quelques amis, hein, dont Business, qui est assez amusant, qui est une figure récurrente du livre. Et est-ce que là aussi, il y avait une forme d'assignation à cette identité de la Cité, ou à ce lieu, ou à ce noyau, à cet ancrage? C'est bien vu, parce que c'est un sentiment dont on parle très peu, je trouve. Ce sentiment, quand quelqu'un s'extrait de son milieu, s'en sort, ne serait-ce que matériellement, hein, par exemple, ou accède à un monde pour lequel il n'était pas déterminé, et ben on vit avec le sentiment d'avoir trahi, et ceux qui sont vos amis d'enfance, votre famille originelle, vous le reprochent aussi. Ah voilà, tu es dans le beau monde maintenant, tu viens plus nous voir, on compte plus pour toi, etc. Quand j'ai fait des rencontres en librairie ou dans certains salons, etc., il y a des paysans qui m'ont raconté qui avaient aussi ce sentiment de trahison. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le milieu rural et qui s'en va, par exemple, travailler en ville, ou n'est plus dans la tradition de rester à la ferme, etc., vivent avec ce sentiment de trahison. Et le narrateur a compris à un moment donné que pour s'en sortir, il fallait fuir. Parce que on a beau, ça je l'ai vu de très près, on a beau vivre dans une précarité, c'est un inconfort, évidemment, qu'on rêve de quitter, mais c'est le seul pays qu'on connaisse. Et donc, on a parfois du mal à le quitter, parce que c'est moralement et mentalement très difficile. Oui, en quelque sorte, on pourrait presque parler de pays de substitution, parce qu'il y a aussi dans votre livre un rapport à l'identité. Le narrateur a quitté son pays d'origine très jeune avec sa maman, qui ne parle pas la langue du pays d'accueil, et que vous décrivez joliment comme une analphabète bilingue, qui est une funambule absolument magnifique, hein, dans le livre. Vous lui rendez un hommage à la fois sobre et appuyé et touchant. Et ce rapport à l'identité, à la langue maternelle et à la langue d'adoption, à laquelle vous rendez aussi un vibrant hommage dans
dans ces pages. Comment le narrateur, à votre avis, le vit-il jusqu'à la fin du livre? Est-ce que là aussi, il y a un processus de réconciliation, de cohabitation? Vous distinguez là-bas chez nous, mais vous intitulez quand même le premier chapitre chez nous. Oui, ben, c'est ce sentiment, j'ai eu envie d'exprimer et d'expliquer à travers une vision personnelle, hein, c'est pas une vision collective, ce que c'est que cet entre-deux, c'est-à-dire cette impossibilité à se situer. Et ce qui est presque essentiel, c'est-à-dire que c'est quand le narrateur rencontre des personnes et qu'il les admire parce que ces personnes savent où elles seront enterrées. Et lui, il se dit, moi, je ne sais pas où je serai enterré. Et donc, cette impossibilité de s'ancrer sur un lieu, et d'ailleurs, s'il vit dans un quartier du 9e arrondissement à Paris, il veut rester vraiment dans ce quartier-là pour qu'il y ait un ancrage. Mais en même temps, ce sentiment d'exil, il a été souvent exprimé. Et puis et je pense que tout le monde le vit, c'est-à-dire quelqu'un qui est corse et qui travaille à Paris voilà, où je l'ai constaté aussi chez des Bretons qui vivent à Paris et qui se construisent une maison en Bretagne. C'est le même phénomène que les immigrés qui rêvent d'un retour au pays, etc. C'est-à-dire cette impossibilité à être dans une seule chambre à soi, voilà. Alors, on s'aperçoit qu'effectivement, le narrateur est un funambule comment dirais-je, par excellence, puisqu'il est sur un fil entre différents milieux, différents pays, différentes langues. Il a peut-être un ancrage, une patrie qui serait l'écriture, en fait. Oui. On pourrait peut-être. Ou la langue. Parce que pour le coup, la langue est un pays d'adoption. Hein. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi dans le livre un personnage qui a un rapport particulier à la littérature, et notamment à un personnage important de la littérature, c'est le philosophe. Oui. Alors, pourquoi avez-vous créé ce personnage qui est féru, enfin qui est passionné de l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, et qui nous rappelle à intervalles réguliers le hiatus entre l'homme nature, de la société, sauvage, voilà, et l'homme social. En fait, une variation sur l'enfer, c'est les autres, quoi. Oui, et surtout, c'est même plus une variation, c'est une obsession sur comment on vit sous le joug du regard des autres, parce que c'est tout le dilemme, c'est l'individu et le collectif, et ce philosophe, qui est un personnage totalement fictif, mais j'avais envie de parler de ça, c'est comment peut-on avoir le sentiment de l'existence sans vivre sous le joug de l'opinion des autres. Voilà, c'est ce dilemme-là qui est presque le même dilemme d'ailleurs que de vivre entre deux cultures, deux pays, de milieux sociaux, etc. Mais ce philosophe, à force de l'inventer, j'ai fini par le rencontrer dans ma tête. Non, mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression que quand je vais dans les cafés que j'ai réellement décrits, il y en a qui me disent « il est où le philosophe ?» et ça me touche énormément parce que c'est un peu la magie de la littérature, c'est-à-dire qu'on croit ce qu'on a écrit, quoi. Donc, et le personnage de Nadia, alors? Oui. Le personnage de Nadia, qui est la trame romanesque, amoureuse de ce livre. Oui. Je n'irai pas jusqu'à vous demander si c'est un personnage totalement fictif ou... Je peux vous répondre, hein, si vous voulez. Mais c'est alors volontiers, oui. Oui. Non, c'est un fantasme. Voilà. Nadia voilà, on a tous des amours de jeunesse, hein, qui sont d'ailleurs souvent des fantasmes, puisqu'on les habille de choses fantastiques qui n'ont peut-être pas réellement existé. Ça arrive très souvent. Mais ce que je voulais aussi parler d'amour
dans ce roman. Et Nadia, c'est un peu ma vision de l'amour, c'est-à-dire cette confiance en soi, ce refuge affectif. Donc c'est pour ça que c'est une course, en fait, une quête. Va-t-il le trouver ou pas? Voilà, c'est mon petit suspense dans ce roman-là. Et c'est plus une quête, évidemment. Est-ce que c'est une chimère ou pas, etc. Alors, de l'amour, il y en a beaucoup dans ce livre. Hein. Il y en a aussi à travers les personnages magnifiques que vous décrivez, tous ces bénévoles dont on peut supposer que, pour certains, vous les avez côtoyés de très près. Et ce qui est intéressant et particulièrement troublant, c'est que nous nous apercevons à la fin du livre que nous faisons tous partie de cet immense peuple des funambules, et que le moment de bascule au niveau de chacun n'est peut-être pas si éloigné de l'instant présent. Tout à fait. En fait, le titre Les funambules au pluriel s'imposait, j'ai pas eu à le changer, parce que beaucoup, et moi j'étais surpris de rencontrer des gens aussi forts que les bénévoles, qu'il faut être très très fort mentalement pour pouvoir aider des gens démunis qui peuvent vous manger littéralement, dans le sens où ils vous prennent, voilà, c'est des espérances que vous observez, etc. Ben, elles-mêmes, ces personnes-là me disent qu'on est des funambules aussi, et puis elles disent que de toute façon, on est tous sur un fil, dans le sens où tout peut basculer d'un instant à l'autre. On s'en rend pas toujours compte, mais elles, je dis elles parce que c'est souvent des femmes que j'ai rencontrées, même s'il y a des hommes, elles sont très bien placées pour savoir que tout peut basculer d'un instant à l'autre. Elles en ont vu des expériences de vie, des gens pour qui tout va bien, et puis voilà, à un moment donné, voilà, quelque chose se passe et on se retrouve dans un basculement. Voilà. Oui, d'ailleurs, la galerie des intervenants est extrêmement diverse. Hein. Ça va de la bourgeoise déclassée à quelqu'un qui a toujours vécu transgénérationnellement dans la précarité. Il y a aussi un personnage qui a vécu les deux côtés du miroir, si j'ose dire. Hein. C'est le personnage de Béa, à la fois accueilli et bénévole. Donc effectivement, ça nous ramène de façon troublante, encore une fois, à notre propre faillibilité et à notre propre humanité. Et effectivement, qui est l'essence même de l'homme. Enfin, il est fragile. Zut. Ah. J'ai perdu mon micro, je suis désolée. On vous entend. Ah. Non, mais vous m'entendez ou... Oui, très très bien. Non, ce que je peux dire effectivement sur cette fragilité, elle est inhérente à l'être humain, et c'est ce que les bénévoles m'ont le plus souvent montré et raconté. Eh bien, Mohamed Aïssaoui, merci infiniment pour l'hommage magnifique que vous avez rendu à tous ces gens sans voix et à qui vous avez restauré à la fois une identité, une histoire, tout en la conjuguant avec la vôtre. Cette émission... Oui. Je tiens avant à vous remercier pour la qualité de vos questions, parce que de ces échanges-là naissent aussi des découvertes de moi-même sur le roman, notamment sur la réconciliation, par exemple. Merci Sandra. Merci, ça me touche beaucoup, merci. Alors, cette émission est achevée. Vous pouvez la revoir sur la chaîne YouTube Racines de Ciel prochainement. Nicolas, notre régisseur, a déjà mis en ligne les dernières émissions d'Histoire d'œuvre, notamment celles consacrées à Pierre Assouline, Denis Péchanski et David Fuenquinos. Dans quelques jours, vous pourrez donc revoir celle de ce soir consacrée à Mohamed Aïssaoui. Vous trouverez le livre de Mohamed Aïssaoui chez notre partenaire, la librairie La Marge à Ajaccio. Je vous donne rendez-vous le 12 mars, date à laquelle j'aurai le plaisir de recevoir Tahar Benjeloun
pour son livre Le miel et l'amertume. Merci évidemment à Michel Léca d'avoir permis cette rencontre. Bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. Bien sûr. Écoutez les histoires de... du monde, libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Les pages se tournent, j'arrive au bout du chemin, mais j'y suis trop bien. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin. L'ouvrage est long, l'oiseau y plonge en piqué. Moi sur ses ailes. Dans mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Dans ses feuillets, mon mirador. Dans ses feuillets, mon mirador. Lire au goulot la vodka des doux sommeils. Le monde réel ne sied guère au plus grand rêve. J'oublie le reste, abandonne-moi sur la route. Que l'écrivain me rattrape sur le chemin.